La Chine craint une nouvelle épidémie après l'apparition de 275 nouveaux sous-variants en l'espace d'une semaine. Des habitants ont mis en ligne les résultats de leurs tests de dépistage du virus, indiquant une tendance aux réinfections. De nouvelles mutations pourraient-elles provoquer une deuxième vague? Dites-nous ce que vous en pensez et abonnez-vous si vous souhaitez suivre nos vidéos. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Plus de 270 sous-variants du Covid-19 sont apparus en Chine en l'espace de 7 jours. Les centres de contrôle et de prévention des maladies du pays en ont fait l'annonce samedi dernier. Les autorités ont découvert les sous-variants entre le 14 et le 20 avril. Des médias chinois rapportent que les habitants publient en ligne les résultats positifs de leurs tests de dépistage du virus, révélant ainsi que de nombreuses personnes sont réinfectées. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, une internaute de Chongqing a indiqué que son mari et ses 2 enfants avaient à nouveau attrapé le virus. Jusqu'à présent, leurs symptômes sont restés bénins. Dans un autre message, une internaute de Nanjing a déclaré que toute sa famille avait été réinfectée. Cela fait environ 3 mois qu'ils sont tombés malades la première fois. Une personne du Guangdong a également publié les résultats de ses tests. Comme beaucoup d'autres, cette personne a fait état de symptômes bénins. Un éminent virologue chinois a donné son point de vue sur la situation. Le docteur Zhang Wenhong est directeur du département des maladies infectieuses d'un hôpital de Shanghai. Il a expliqué que si le virus mutait, les réinfections commenceraient à apparaître environ 6 mois plus tard et généralement à une échelle limitée. Mais si cette mutation est capable de dépasser le système immunitaire humain, la tendance des réinfections pourrait peut-être former une deuxième vague. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de New York au cours du week-end à l'occasion d'un défilé unique en son genre. L'événement marquait ce qui est connu comme le plus grand appel pacifique jamais organisé en Chine communiste il y a 24 ans, lorsque plus de 10 000 pratiquants de Falun Gong se sont rendus à Pékin pour réclamer le droit de pratiquer pacifiquement leurs croyances. Voici les détails. Chars de fées, fanfares et danse du dragon, 4000 pratiquants de Falun Gong se sont rassemblés dimanche à Flushing pour une grande parade. Le Falun Gong, également connu sous le nom de Falun Dafa, est une pratique spirituelle combinant de la méditation et des exercices énergétiques lents et qui met l'accent sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Après son introduction au public en 1992, elle a attiré des dizaines de millions de pratiquants en Chine en l'espace de quelques années. Mais le régime communiste a commencé à considérer cet accent mis sur la spiritualité et la libre pensée comme une menace pour son propre pouvoir. Le régime a commencé à attaquer et à arrêter les pratiquants de Falun Gong dans certaines régions. Le 25 avril 1999, environ 10 000 pratiquants de Falun Gong sont arrivés à Zhongnanhai, le siège central du PCC à Pékin. De manière pacifique, ils ont demandé aux autorités chinoises de leur laisser la liberté de pratiquer et de mettre fin au harcèlement. Il y avait un policier à côté de moi, je me suis approchée et je lui ai parlé de notre appel. Il s'est exclamé « Depuis toutes ces années, je n'ai jamais vu de pétitionnaire aussi pacifique que vous. » Le Parti communiste chinois a présenté cet appel pacifique comme un siège de son quartier général et l'a utilisé pour justifier la campagne de persécution qui a suivi peu après. Pendant plus de 20 ans, d'innombrables pratiquants de Falun Gong ont été emprisonnés, torturés et même assassinés pour leurs organes. Mais la pratique de l'appel pacifique s'est répandue en Chine et dans le monde entier, et les pratiquants ont sensibilisé l'opinion aux violations brutales des droits humains qui se poursuivent encore aujourd'hui. C'est un jour de courage, un jour d'unité, un jour d'inspiration qui montre que nous sommes toujours là, avec le courage, la tolérance et la vérité, et que tout le monde peut faire corps ensemble. Le pire est passé, le meilleur reste à venir. Les spectateurs se sont dit profondément impressionnés par l'esprit de l'événement. Ces efforts ne seront pas vains. Ce groupe d'hommes et de femmes héroïques, les étudiants du noble et moral professeur Li Hongzhi, le fondateur du Falun Gong, en eux, je vois l'espoir de l'humanité. La manifestation s'est terminée par un rassemblement au cours duquel des groupes de défense des droits de l'homme ont appelé à la fin de la persécution en Chine. Sur place, 20 Chinois ont annoncé leur retrait du Parti communiste et de ses 2 groupes affiliés. À ce jour, plus de 400 millions de personnes ont fait des déclarations similaires au Centre mondial pour démissionner du PCC. Ailleurs dans le monde, des pratiquants ont également rendu hommage à cet appel historique.
Malgré la persécution constante en Chine, le Falun Gong est pratiqué dans environ 70 pays dans le monde. Ses enseignements ont été traduits dans plus de 40 langues. L'Australie présente ses plans de défense qui pourraient constituer le plus grand bouleversement depuis des décennies. Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que le plan de son gouvernement rendrait le pays plus autonome. Il a indiqué que l'Australie devait construire et renforcer sa sécurité en cherchant, je cite, « à façonner l'avenir plutôt que d'attendre que l'avenir nous façonne ». Canberra cherche désormais à frapper plus loin et plus vite, tout en travaillant avec ses alliés pour réduire les tensions. Pour ce faire, il est prévu d'augmenter les dépenses et d'agir sur la main-d'œuvre. Le plan indique que les dépenses concernent le combat, tels que les véhicules de débarquement amphibies, les missiles anti-navires et les systèmes de fusées mobiles à longue portée. Ces lignes directrices font suite à un vaste examen de la défense. Cet examen a porté sur la manière dont les systèmes militaires et la logistique se comporteraient en cas de conflit soudain, éventuellement avec la Chine. Parmi toutes les conclusions de cette étude, la plus grave est l'hypothèse selon laquelle l'Australie pourrait être attaquée par des missiles et des navires chinois sans avertissement. L'étude a également examiné comment l'Australie pourrait mieux s'intégrer à ses partenaires de l'AUKUS, les États-Unis et la Grande-Bretagne, ainsi qu'à d'autres alliés. Le mois dernier, les pays de l'AUKUS ont annoncé que l'Australie dépenserait 246 milliards de dollars pour des sous-marins à propulsion nucléaire et développerait conjointement des armes hypersoniques. Tout cela pour faire face à la Chine. Où est Gao Zhisheng? C'est la question que des responsables posent à la Chine. Jeudi dernier, des amis et des membres de la famille de Gao Zhisheng, un avocat chinois spécialisé dans la défense des droits de l'homme, ont témoigné devant le Congrès américain afin d'obtenir justice pour leurs proches. Ils n'ont pas eu de nouvelles de lui depuis 6 ans après sa disparition en Chine. Gao avait dénoncé à plusieurs reprises les violations des droits de l'homme commises par le régime chinois. On craint qu'il n'ait disparu pour cette raison. Aujourd'hui, c'est le 2067e jour où j'ai perdu tout contact avec mon mari. Je me sens très triste dans mon cœur. Kung s'est réfugiée aux États-Unis avec ses 2 enfants en 2009. Depuis, elle n'a pas hésité à dénoncer la détention de son mari. Chris Smith, membre du Congrès américain, s'est également penché sur le travail de Gao à partir d'une lettre que l'avocat a écrite il y a 15 ans. Il s'agissait d'une lettre adressée au Congrès, dans laquelle il parlait de ce qui arrivait au Falun Gong et décrivait les tortures subies. Il a décrit ce que ces gens faisaient aux individus, et la situation a empiré depuis. Pour cela, ils l'ont encore plus critiqué. Gao Zhisheng a été reconnu par la Chine comme l'un des 10 meilleurs avocats du pays. Il est aujourd'hui considéré comme la conscience de la Chine. En tant que fervent chrétien, Gao est resté ferme, affirmant que c'est Dieu qui lui a donné de la force dans les moments difficiles. Étant l'un des premiers avocats pro bono du pays, il a fourni une assistance juridique à des propriétaires terriens dépossédés et à des victimes d'erreurs médicales. Au cours de sa carrière, l'avocat a pris en charge un certain nombre d'affaires de droit très médiatisées. Parmi les personnes qu'il a représentées figurent des pratiquants de Falun Gong, des chrétiens et des travailleurs qui voulaient défendre leurs droits. Il a également écrit des lettres ouvertes à de hauts fonctionnaires chinois, les exhortant à mettre fin à la persécution brutale du Falun Gong. Mais Gao a dû faire face à de multiples représailles pour avoir défendu ces personnes. À la suite de cette lettre, il a été arrêté pour la première fois en 2006, après avoir été harcelé à plusieurs reprises par les autorités. Il a déclaré par la suite que des gardiens de prison avaient utilisé des matraques électriques sur son visage pendant sa détention. Ses dents ont également été gravement endommagées par les coups qu'il recevait constamment en prison. La sœur de Gao a également souffert à cause du régime chinois. Elle s'est suicidée en 2020 après avoir enduré des années d'intimidation et de harcèlement de la part des autorités. Après avoir été libérée en 2014, Gao a été assigné à résidence jusqu'à sa disparition 3 ans plus tard. On ne sait toujours pas où il se trouve. Malgré les pressions exercées par les autorités chinoises, lui et sa famille refusent de faire marche arrière. Pékin resserre l'étau sur sa population tout en déroulant le tapis rouge pour les fonctionnaires étrangers en visite. Hu Wencheng, un avocat chinois spécialisé dans la défense des droits de l'homme, a été arrêté au début du mois alors qu'il se rendait à une réunion avec l'ambassadeur de l'Union européenne en Chine. Sa femme, qui l'accompagnait, a également été arrêtée. L'Union européenne a exigé que Pékin libère le couple immédiatement et sans condition. La France et l'Allemagne ont également lancé un appel commun en faveur de leur libération. Yu a été radié du barreau en 2018.
Cette décision a été prise après qu'il a représenté plusieurs pratiquants de Falun Gong, ainsi que certains de ses confrères qui avaient été arrêtés en 2015. En juillet de cette année-là, Pékin a rassemblé et interrogé plus de 300 avocats et militants des droits de l'homme dans tout le pays. Yu a également été emprisonné à 2 reprises pour une durée totale de 5 ans. Il a reçu le prix Martin Ennals en février 2021, que certains considèrent comme le prix Nobel des défenseurs des droits de l'homme. Avec des dettes qui s'accumulent, une province chinoise plaide ouvertement pour l'aide de Pékin. Le mois dernier, la province enclavée du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, a rendu public ses problèmes de désendettement. Voici les détails. Dans un article publié par les dirigeants de la province, les responsables ont déclaré qu'il était impossible de résoudre efficacement le problème de la dette par ses propres moyens. Le rapport a été rapidement supprimé. Quelle est l'ampleur de la facture? Le Guizhou a laissé un total de 164 milliards d'euros impayés en 2022, soit plus de 60% de son PIB cette année-là. Cette dette représente en moyenne près de 4 500 euros par habitant. Une grande partie des emprunts excessifs a été contractée dans le cadre de ce que l'on appelle les véhicules de financement des gouvernements locaux. Ces plateformes permettent aux fonctionnaires de contourner les restrictions en matière de prêts et de financer des projets d'infrastructures locaux par le biais de canaux opaques. Il s'efforce ainsi d'impressionner Pékin après l'appel à la croissance qu'il a lancé ces dernières décennies. Ajoutez à cela 3 ans de lutte contre la pandémie et la tourmente immobilière du pays. Un expert s'exprime sur le sujet. Les ventes de biens immobiliers ont presque diminué de moitié. Et les autorités locales en Chine, qui avaient l'habitude de compter sur les ventes de terrain dans le cadre d'un projet immobilier pour obtenir les recettes nécessaires au financement de leur budget municipal ou provincial, ne sont plus en mesure de le faire. Malgré l'accumulation des déficits, Pékin a fait savoir qu'il ne viendrait pas à la rescousse. Au début de l'année, le ministère des Finances a averti les autorités locales qu'elles devaient gérer elles-mêmes les problèmes dits locaux en déclarant « Si c'est votre enfant, vous devez vous en occuper vous-même ». Il s'agit véritablement d'un problème national. Si le gouvernement central doit aider la province du Guizhou, il devra aider d'autres provinces et je ne pense pas qu'il ait l'argent nécessaire pour le faire. L'année dernière, la ville de Hegang, dans le nord du pays, est devenue la première ville chinoise à faire l'objet d'une restructuration financière en raison de graves problèmes d'endettement. Pékin lui a demandé de cesser d'embaucher de nouveaux employés et de vendre ses actifs. En juin de la même année, des provinces riches de l'Est comme le Guangdong, le Zhejiang et le Jiangsu ont réduit les salaires des fonctionnaires, allant jusqu'à 30% en moins. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.